bonjour à tous. On va commencer parce que je sais que le timing est un peu serré. Je vous remercie, bonjour messieurs, d'avoir accepté d'intervenir sur cette table ronde qui s'appelle « Quel logement dans les territoires en tension ?» C'est une reprise de notre événement qui a eu lieu le 2 octobre à Bayonne, dans le cadre du cycle Architecture et territoire. Patrick Orotcharen, tu es architecte, fondateur de l'agence éponyme située à Bayonne. L'agence a entre autres reçu le prix grand public du ministère de la Culture en 2000 et le prix AMO en 2010 pour la réalisation du siège social et du campus Quicksilver, c'est ça, à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, en plus. Oui, bon, alors tu vas repréciser peut-être. Iñaki Etchaniz, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, conseiller municipal d'Oloron-Sainte-Marie et puis secrétaire national du PS du logement, logement et à la qualité de l'habitat. Voilà, très bien. Je resitue un petit peu le contexte. Compte tenu de son attractivité touristique et saisonnière, le Pays Basque est devenu un territoire en tension, où se loger vraiment est devenu un défi, un objectif pourtant essentiel à atteindre pour permettre aux résidents de rester sur place, aux entreprises de trouver des salariés et à l'économie locale de rester compétitive. Il est nécessaire d'inventer de nouveaux modèles, et ça on va le voir peut-être aussi avec Patrick, sur la production de l'habitat. Je vais commencer par Patrick Orotcharen. Les architectes sont porteurs de solutions concrètes, notamment en accompagnant les élus locaux, en leur apportant une vision large à l'échelle d'une ville, voire d'un territoire. Que pourrais-tu, on va se tutoyer, on continue peut-être, pour répondre à un maire qui nous demande comment construire aujourd'hui dans un territoire en tension, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? C'est sûr. Ouais, non, c'est bon. Oui. C'est sûr que nous, on n'a pas les moyens d'intervenir sur les flux qui peuvent gérer le logement. Par contre, on peut apporter un petit peu nos réflexions, nos compétences sur ce qui permet au niveau du territoire de construire des logements. C'est-à-dire que nous, on essaye de plus en plus de travailler sur ce qu'on appelle nous l'hybridation. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver, on réfléchit en fait sur le territoire à des lieux comme les zones d'activité, les zones commerciales, les parcs de stationnement qui permettent de construire des logements sans venir minéraliser des terrains qui sont aujourd'hui végétalisés. Et on essaye d'avoir des réflexions en amont sans que nous les vraiment demander sur des territoires de ce type. Là, il y avait une diapo sur la côte basque. Oui, voilà, ça c'est une petite diapositive qui montre, parce que vous savez qu'il y a plein de manières d'aborder le logement. On peut l'aborder par le foncier, mais c'est vrai que le foncier sur la côte basse c'est quelque chose d'extrêmement rare. Mais il y a énormément aujourd'hui de territoires qui sont minéralisés. Et vous avez une carte ici qui les référence. Ce sont toutes les taches noires qui référencent toutes les zones d'activité, qu'elles soient tertiaires, industrielles ou commerciales, qui sont dévolues à une mono-activité, au logement, au commerce, au bureau, avec souvent des grandes étendues de stationnement. Et quand on fait un petit zoom un petit peu sur les bords d'Adour et la limite d'Anglette et de Bayonne, on s'aperçoit, c'est la zone commerciale de BAB2, la zone des Pontos, on voit une densité incroyable qui est occupée à chaque fois par des mono-activités. Parce que bien sûr, on peut toujours développer le logement sur les périphéries, mais on va créer encore des grandes transhumances, des grands allers-retours avec des difficultés pour la côte basse à absorber les flux parce qu'il faut ou traverser l'Adour ou traverser la voie ferrée. On crée des engorgements. Et le transport en commun ne résoudra pas tous ces problèmes. Et l'idée, c'est peut-être de s'interroger sur les mutations possibles de ces zones d'activité. Et il y a matière à réflexion pour les cabinets d'architectes, parce qu'intervenir sur ce type de zone, ce sont des milieux économiques assez fragiles. Construire sur un parc de stationnement, c'est facile. On le condamne momentanément. Construire au-dessus d'une activité, c'est compliqué. Parce qu'il faut gérer des transferts d'activité, des opérations de tiroirs, et ça suppose des réflexions. Et c'est vrai que
Bon, puisque comme tu m'avais interrogé, tu m'avais dit quels sont les territoires pour l'architecte demain. Moi, je pense que c'est un territoire de réflexion qui est plus qu'intéressant. C'est pas spécialement romantique, on ne parle pas de terre crue, de paille, des choses comme ça, mais je pense que c'est une matière de réflexion à l'articulation de l'urbanisme et de l'architecture qui doit nous mobiliser et nous passionner. L'agence d'urbanisme sur la côte basque s'intéresse déjà à ça, mais il n'y a pas que les visions urbaines, il y a aussi des visions typologiques qui permettent de faire cohabiter sur un même édifice en les superposant du stationnement, des bureaux, des commerces, du logement. C'est ça en fait la réflexion à entreprendre. Et surtout, moi je pense que ces territoires sont aussi des territoires qui sont extrêmement minéralisés et sur lesquels peuvent se répandre les végétaux, parce qu'on cherche de plus en plus à faire une vie hybride. C'est pour ça que je parlais d'hybridation totalière. Alors, on cherche à amener la nature en ville et vice-versa. C'est-à-dire qu'on cherche à créer des situations où, par la proximité des végétaux, on apaise les températures et on rend les logements plus habitables, parce qu'au-delà des quantités, il y a l'idée du confort d'usage. Oui, on peut parler donc d'innovation, d'hybridation, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fin 2023, un plan de transformation des zones commerciales a été lancé. Il y a aujourd'hui entre 1500 et 1800 zones commerciales. Et c'est une enveloppe de 26 millions qui a été dégagée pour justement transformer ces zones commerciales, y réfléchir. C'est un vrai vivier de foncier, comme tu pouvais le dire. Une enveloppe qui peut paraître peut-être faible, mais qui peut permettre aux élus locaux, en tout cas, de se projeter dans le devenir de ces zones. Monsieur le député, vous êtes élu donc local et parlementaire. La présence de nombreuses résidences secondaires dans le Pays basque, jusqu'à 50% je crois, dans certaines communes, peut être un facteur vraiment de tension. Quel constat faites-vous sur votre territoire? Et en tant que député, comment légiférer aujourd'hui pour arriver à détendre un territoire en tension en matière de logement? Bien, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis député du Pays basque et du Béarn, où on retrouve un phénomène de tension extrêmement important, et pas seulement dans l'imaginaire collectif sur le littoral. Ce n'est pas uniquement le sujet à Bayonne, à Biarritz ou à Anglet, qui sont les destinations de tourisme par excellence, mais on se retrouve avec un phénomène de tension extrêmement important en cascade à l'intérieur des terres aujourd'hui, et y compris dans les vallées du Pays basque et du Béarn, parce que l'habitat permanent a été quasiment... on parle d'attrition du logement permanent aujourd'hui, parce qu'il y a eu un boom des résidences secondaires, et notamment avec la multiplication des meublés de tourisme. On a eu une augmentation de 130% sur l'agglomération Pays basque entre 2016 et 2021, et on peut facilement dire que ça a été encore plus loin entre 2021 et aujourd'hui, parce que c'est une croissance exponentielle du nombre de meublés de tourisme, et on se retrouve avec ce phénomène aujourd'hui à l'intérieur des terres, et avec des conséquences sur la vie des territoires, sur ces habitants qui étaient, ces travailleurs qui étaient avant sur la côte, qui aujourd'hui ne peuvent plus y vivre, et qui donc vont à l'intérieur des terres, avec un pouvoir d'achat plus important de ceux qui vivent à l'intérieur des terres, et ça fait un effet de ricochet comme ça, avec un effet sur la spéculation et le prix du mètre carré qui a augmenté de 30% ces dernières années sur le Pays basque, une augmentation du prix du foncier, qui a aussi des enjeux sur le secteur agricole, et on a une bulle un peu spéculative qui arrive et qui mène un territoire un peu au bord de l'explosion, parce que, vous l'avez dit en introduction, on a des entreprises qui n'arrivent plus à recruter ou à se développer parce qu'ils ne peuvent pas loger leurs salariés. On a des services publics qui sont en grande difficulté, et je prends souvent l'exemple de l'hôpital de Bayonne, qui est en plein centre de Bayonne, et qui n'arrive pas à loger les infirmières et les agents hospitaliers à proximité, et qui donc n'arrive plus à recruter parce qu'il n'y a plus d'accès à du logement à prix abordable. Donc moi, c'est un sujet sur lequel je me suis investi depuis 2022, quand j'ai été élu pour la première fois. Et on a la crise du logement, elle est multifactorielle. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, mais il fallait bien venir sur la régulation
de cette spéculation, et notamment sur ce développement exponentiel des meublés de tourisme. Parce qu'il n'y avait aujourd'hui pas de règles. Il y avait les communes de plus de 200 000 habitants qui avaient droit au changement d'usage, mais avec des outils qui étaient assez peu efficaces et qui amenaient à des contentieux assez longs, et surtout beaucoup de communes, comme je l'ai dit, qui n'y avaient pas accès. Donc il fallait permettre à toutes les communes d'avoir accès à une boîte à outils. La question des quotas qui étaient expérimentés ici et là, mais qui étaient cassés très régulièrement sur le plan juridique. La question des autorisations pour tout le monde. Et un élément qui est donc dans la loi qui a été votée au début du mois et qui a été promulguée ce matin, c'est les zones de servitude. Pour dire aux maires, vous avez la possibilité maintenant de mettre dans vos PLU le fait que toute nouvelle construction devrait être dédiée à de la résidence principale. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui, nos territoires vivent du tourisme, mais on arrive à ce surtourisme aujourd'hui qui fait que les habitants permanents ne peuvent plus être sur le territoire et que le tourisme en pâtit aussi parce qu'on se retrouve avec des secteurs d'activité touristique qui sont obligés de fermer. Des restaurants qui sont obligés de fermer 1 ou 2 jours par semaine en pleine saison parce qu'ils n'ont pas de quoi loger leurs salariés. Donc on était arrivé au moment où le serpent se mordait la queue et qu'il fallait réguler tout ça. Donc on a fait ce texte qui a été un long combat qui a commencé il y a 2 ans, qui a connu de multiples arrêts et obstacles. On a réussi à le faire voter, on va le mettre en application maintenant et il faut aujourd'hui continuer ce sujet-là, notamment sur la rénovation du bâti existant. On a au Pays Basque une architecture particulière avec ce qu'on appelle des etchés, des grandes maisons qui étaient avant dédiées à la famille, où il y avait la grand-mère, les parents et les enfants qui vivaient là. Aujourd'hui, le modèle familial a changé, le modèle de vie a changé, et donc on a ce bâti qui existe, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'architectes et d'innovation pour repenser l'utilisation de ce bâti existant dans nos territoires, et notamment à l'intérieur des terres, pour pouvoir en faire des lieux de vie partagés, des lieux sur l'autonomie, parce qu'on a aussi ce sujet-là de l'autonomie pour les personnes âgées, et donc de repenser le bâti existant tout en garantissant l'accès à ce bâti à ceux qui vivent à l'année sur les territoires, sans quoi on deviendra un peu des zones touristiques, des villages vacances qui n'auront plus d'âme. Et parce que si ces territoires sont touristiques aujourd'hui, c'est qu'il y a des habitants qui ont donné une âme, qui leur ont donné une histoire. Et on n'a pas envie, quelque part, de devenir une réserve d'Indiens et d'être uniquement un centre de vacances à ciel ouvert. Donc il y a des mesures fortes à prendre. Il y a des sujets sur la vacance aussi qui sont en train de monter. Donc on essaye petit à petit, par des petits textes, de trouver des solutions et dans tous les cas de donner la possibilité aux maires d'agir au plus près des territoires. Moi, je suis profondément décentralisateur et je considère que c'est au plus près des territoires qu'on peut agir parce que la situation n'est pas la même à Bayonne qu'à Bunus, à l'intérieur du Pays Basque, elle n'est pas la même à Chambéry ou à Lille, et donc il faut donner la capacité aux élus locaux d'avoir des outils à disposition. Très bien. Merci. Oui, il y a un travail qui a été fait sur justement la multiplication des Airbnb et avec la communauté des communes de l'agglomération du Pays Basque. Voilà, sur la régulation aussi. Oui, effectivement, l'agglo Pays Basque a eu la possibilité, vu que c'était plus de 200 000 habitants, de mettre en place le règlement de changement d'usage avec le principe de compensation stricte, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui souhaitait mettre son bien en meublé de tourisme devait produire un bien équivalent en location longue durée. Ça porte ses fruits aujourd'hui, mais ça a été un parcours du combattant en termes juridiques parce que ça a été attaqué à plusieurs reprises, ça a été suspendu. Aujourd'hui, c'est mis en œuvre depuis à peu près un an avec un effet, la vague a été stoppée de changement d'usage et on voit un retour aussi de biens sur le marché longue durée. Mais il y avait un défaut, c'est que c'était un nombre limité de communes qui avaient accès à ces outils-là. Aujourd'hui, l'ensemble des communes de l'agglomération Pays Basque vont pouvoir, une fois que les décrets seront sortis, mettre en œuvre les dispositifs qu'ils veulent et en allant un peu plus dans la dentelle. Et c'est pour ça que je parlais de la question des quotas, parce qu'au sein même d'un territoire, l'attention n'est pas la même. Et donc, il pourrait y avoir des quotas sur le petit Bayonne, des quotas stricts ou très proches de zéro, et des quotas un peu plus larges sur le rétro-littoral. Donc, ça va être vraiment une adaptation au plus près des territoires. Patrick, en discutant ensemble, on parlait de logement, le fait de parler de logement qui était devenu très réducteur et de se dire, voilà, on parle plutôt d'un produit et en termes quantitatifs, à la fois en termes de produits financiers.
Vraiment la nécessité du produire de logement ne doit pas être relégué à oublier la qualité du logement. C'est vraiment ce qui vient en second plan. Est-ce qu'il est possible d'envisager de nouveaux modèles urbains à la fois efficaces, à la fois désirables et de qualité? Ouais, ce que je voulais dire quand on avait discuté de ce sujet, c'est que je crains un petit peu le procès fait au manque de logement qui, des fois, conduit à raisonner en termes de flux et de quantité, en oubliant qu'en fait, on produit des logements pour loger des gens dans un environnement le meilleur possible. Et qu'en fait, c'est quand même ça la solution, parce que sinon, il y a une mise en pression et qui fait qu'on cherche tout de suite la disponibilité foncière pour installer les gens, et que ça devient un alibi pour vendre des produits, en fait. Et nous, c'est vrai que dans notre métier, on est attaché. Nous, on ne sert à rien si on n'est pas capable, je le dis sincèrement et puis innocemment, oui, c'est le mot, on est là pour donner du bonheur aux gens, sinon on ne sert à rien. C'est notre valeur ajoutée. On doit être en capacité de loger les gens avec bonheur. On n'est pas là pour produire de la quantité. Et bon, c'est ça que je voulais dire. Et c'est pour ça que dans les réflexions à mener, moi, je trouve qu'on est dans un territoire avec une chance incroyable, parce qu'il fait, que ce soit la côte ou l'intérieur, on n'est quand même pas très très loin en termes climatiques. Il y fait jamais très froid. Il peut y faire très chaud l'été. On arrive à avoir des températures aujourd'hui qu'on n'avait pas récemment. Il pleut beaucoup. Mais comme il pleut beaucoup, ça veut dire qu'on a une végétation, une nature généreuse, et on a une espèce de... C'est un territoire qui a acquis son identité certainement par l'histoire, par des legs ruraux, par le legs de l'histoire. L'histoire de la ville de Bayonne n'est pas la même que celle de Saint-Jean-de-Luz, de celle de Laurent, de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Enfin, il y a des histoires différentes, mais il y a quand même il y a une identité qui est née dans un rapport au relief et à la nature. Et à l'agence, on est personnellement très attaché à ce que le logement s'insère dans cet environnement. C'est-à-dire que la proximité, c'est un territoire dans lequel on peut vivre 9 mois sur 12 à l'extérieur, c'est à peu près ça. Hein. Température moyenne en janvier, je le dis, c'est 12 degrés. Donc ça fait quand même, c'est pas le cas sur les hauteurs des Pyrénées, mais c'est quand même le cas sur la côte basse. Donc ça appelle à des solutions différentes et un désir de pouvoir sortir à l'extérieur depuis son logement directement. Non. C'est pour ça que nous, quand on parlait d'hybridation, je reviens là-dessus, nous on aime bien que la nature vienne en ville et vice-versa. On aime bien aussi l'idée de pouvoir construire sur les limites. Parce qu'il y a toujours une espèce de sacralisation du territoire et du foncier qui fait qu'on ne peut plus aller grignoter l'espace vert ou la forêt, alors qu'on a besoin de rentrer sur ces limites pour aller chercher la fraîcheur que la nature peut nous apporter. Donc il faudra travailler des systèmes de compensation qui, dès l'instant où on intervient à la marge sur un territoire, on puisse compenser par un territoire déminéralisé ailleurs. Voilà. C'est ce fameux travail de dentelle dont on parle aussi régulièrement. Une question à tous les deux. Justement, quelle passerelle à créer entre les collectivités et les architectes pour atteindre cet objectif, justement? Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut... En lien avec ce qui a été dit avant, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est quelle destination pour le logement? Parce que si on en est aussi dans cette situation-là aujourd'hui, c'est que le logement est devenu un bien d'investissement, un bien de rentabilité. Et que malheureusement, aujourd'hui, les investisseurs, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas à loger les gens, c'est à avoir une rentabilité qui leur permet de revenir sur leur investissement et un certain nombre à spéculer et à faire des culbutes et des plus-values et de réfléchir dans cette logique uniquement financière et pas d'intérêt général du logement. Parce que le logement, c'est un bien commun, c'est un bien, le droit au logement, c'est un bien constitutionnel qui, aujourd'hui, est mis en difficulté par cette volonté de rentabilité. Et c'est cette question-là qu'on doit poser. Et c'est un peu ce qui se dit au Pays Basque, c'est vivre et se loger au pays et le droit d'avoir un logement avant d'en avoir deux. Et je pense que ça doit être au cœur de nos réflexions aujourd'hui, de dire que la priorité dans la construction du logement, dans l'aménagement du territoire, c'est qu'est-ce qu'on fait du bien immobilier
si ce n'est loger ceux qui font vivre ce territoire, ceux qui l'animent, ceux qui en écrivent l'histoire, et ne pas en faire justement purement un simple outil financier. On construit et puis on laisse à destination au bon vouloir de celui qui en achète. Je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on peut plus se permettre de faire juste un instrument financier spéculatif du logement, et qu'il faut apporter de la régulation sans tomber dans des interdictions et dans un étau qui éloignerait tout le monde. Mais on le voit dans d'autres pays, et pas très loin, notamment en Espagne ou au Portugal, où on en vient à des interdictions pures et simples des résidences secondaires ou des meublés de tourisme. Et je pense qu'avant d'en arriver là, on a la possibilité de réguler en donnant des outils, en imaginant collectivement les destinations des biens, et faire en sorte que ça ne soit pas simplement et purement un objet de spéculation. Patrick, de ton côté? Non, mais c'est vrai que moi je pense qu'il y a un gros vivier chez les architectes et les jeunes architectes de réflexion en ce moment. Et moi j'avais proposé lors de nos débats à Bayonne qu'on organise, moi je veux bien mettre la main à la pâte, une espèce d'Europan Pays Basque. Et dans cet Europan, on pose cette thématique. Voilà, comment investir de manière positive ces zones d'activité, comment construire en limite des zones boisées, comment investir sur les zones commerciales, voilà. Et moi, je sais pas, j'aimerais bien que les collectivités locales s'en emparent. Moi, je suis plutôt sur la fin de carrière, même si je suis encore actif. Et moi, c'est un sujet qui me passionne, et j'aimerais bien qu'une initiative de ce genre émerge. Alors, il y a le dispositif Un maire, un architecte, justement, qui propose, comme vous disiez tout à l'heure, la fameuse boîte à outils que vous proposez. Nous, c'est exactement le même cas, de montrer qu'il y a de l'ingénierie aussi locale qui peut être prise en amont, et y avoir du conseil des architectes auprès des élus locaux, d'inciter aussi les architectes à être présents sur ces territoires aussi, parce qu'on a aussi... alors pas vraiment sur le Pays Basque, il n'y a pas de déserts architecturaux, mais nous, aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même le souci. Donc c'est vraiment de proposer de l'ingénierie en amont. Voilà. Mais je pense que c'est essentiel. Moi, je viens d'un territoire ultra-rural avec des petites communes et qui n'ont pas la capacité d'avoir une ingénierie. Bien souvent, le maire, il a sa secrétaire de mairie, et c'est les seuls services qu'il a avec lui. Alors, il y a les services de l'agglomération Pays Basque ou des autres collectivités côté Béarn, mais ça limite un petit peu le fait d'oser pour un maire de se dire je vais me lancer dans un programme immobilier de rénovation du bien communal, où je vais aller acheter une maison ou un petit immeuble qui est en vente sur ma commune, et je vais imaginer un projet parce que ils ont peur, ils sont limités, ils se disent je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir financièrement. C'est un peu le sujet d'actualité en ce moment sur les finances des collectivités, mais il y a aussi l'accompagnement et l'ingénierie qui est mis à disposition. Alors, on a des programmes qui marchent plutôt bien, Petite Ville de demain et Village d'avenir, mais qui sont aussi et qui risquent d'être limités à l'avenir. Donc, je pense que toutes les bonnes volontés et le fait d'être accompagné par des architectes est quelque chose d'hyper important. Et d'autant qu'il faut se dire la réalité des choses aussi. Les maires ont parfois une vision assez fermée sur, notamment avec les relations qui peuvent être parfois difficiles avec les bâtiments de France, qui entraînent souvent des a priori et abordent le côté architectural comme une difficulté, comme des freins. Je pense que le fait que vous veniez sur les territoires et que vous soyez des ressources, ça va faciliter les choses, et ça va surtout encourager des maires des petites communes ou de moyennes communes à se dire moi j'ose me lancer dans le logement, j'ose faire de la rénovation, faire de la construction innovante pour mon territoire, et que je considère que j'appelle ça les experts du quotidien sur tous les sujets, et on a besoin de vous sur les territoires pour justement avoir cette expertise-là et ouvrir le champ des possibles. Merci beaucoup. On va rester sur cette bonne parole. Je ne sais pas si... Alors, on reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question à tout hasard qui serait posée? Parce que vous aviez un timing juste à 30. Et je vais le respecter. Je vais réussir à le respecter. Je ne sais pas s'il y a une question particulière. Non? Plus personne n'ose.
Bon, merci beaucoup. Merci à vous et moi je vous donne rendez-vous à Oloron-Sainte-Marie. Je peux l'annoncer ou pas? C'est pas un secret. Vous pouvez l'annoncer. Voilà, pour la Biennale de l'Architecture en octobre 2025. Dans un projet, on est Petite Ville de Demain et on viendra d'ouvrir la réhabilitation d'une friche industrielle avec un superbe cabinet d'architectes et on sera très heureux de vous recevoir à Oloron-Sainte-Marie dans un peu moins d'1 an. Voilà, en octobre 2025. Merci, vous nous faites la pub en plus. Bravo, merci beaucoup.